Midi avec Karim Benamour. Vous écoutez Radio Tunisienne International, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Salah Besbes. Salah Besbes, première tireuse arabe et africaine de l'histoire à figurer dans le top 3 du classement mondial. Deuxième en 2016. Salah Besbes, première tireuse arabe et africaine à remporter une Coupe du Monde. C'était en février 2015 à Buenos Aires. Salah Besbes, 4 premiers podiums dans un championnat du monde à Moscou. Ça, c'était en juillet 2015. Donc, bronze. Trois remarquables progressions au classement mondial, 30e en 2011, 15e en 2012 et puis 2e en 2016. Encadrement technique, donc avec un encadrement à l'étranger. Voilà, donc Salah Besbes, bienvenue. Bonjour Karim, merci beaucoup pour l'invitation. Donc Salah, merci d'avoir accepté cette invitation. Salah Besbes qu'on a vu, qu'on a supporté au cours des derniers Jeux Olympiques, mais malheureusement, donc Salah, il y a eu une déception. Alors, si tu permets, on va commencer directement avec ce match, ce fameux match. Donc, c'est contre la Iwen Son. C'était les quarts de finale contre donc cette adversaire chinoise. On rappelle qu'au premier tour, ça allait bien, puisque bon, tu as pu au cours du deuxième tour battre la brésilienne, hein, donc Raissa Costa par un score à l'aise, 15-8. Et puis par la suite, au dernier tour de qualif, tu as pu battre l'Estonienne Erika Kirpu par 15-11. Là aussi, donc, ça allait. Mais malheureusement, le match le plus important, quart de finale, contre la Chinoise, là, 14-11, dans un match où tu n'as jamais véritablement pris l'avantage sur la Chinoise. C'est vrai que malheureusement, mon parcours s'est arrêté en quart de finale en perdant contre la Chinoise. Je dirais pas une déception parce que je suis très optimiste dans la vie, donc pour moi, même les défaites, je les prends positivement parce que ça peut me motiver. Comme ça, je garde la motivation. Oui, bah ça donc, c'est clair. Oui. Et on apprend beaucoup même de nos défaites. Donc au début, je parlerai déjà de ce match. Le début était très serré, jusqu'à 3 partout. On s'est arrêté pour jouer la dernière minute. C'est comme on explique là au foot. Voilà, il y a la dernière minute. Avant, il y avait le ballon d'or. Ouais, le but en or. Exactement. Donc, il fallait gagner le match juste en jouant la dernière minute. J'ai essayé, dès le départ, elle a mis une touche qui m'a un peu perturbée et cassé le rythme parce que le début était très intense et très serré. Donc j'ai peut-être un peu mal géré mes émotions. Donc je voyais un peu le match partir et m'éloigner de la victoire, quoi, du passage à la demi-finale. Ça m'a un peu perturbée, surtout s'il y a eu le problème d'entraîneur. Alors c'est quoi ce problème d'entraîneur en fait ? Alors la chinoise était coachée par mon entraîneur, avec qui je m'entraînais depuis maintenant 9 ans. Normal ? Non, c'est pas normal, mais j'ai expliqué pourquoi en fait, parce qu'à Londres, j'ai fait la surprise en battant une chinoise. Dans le premier tour en 32, c'était la chinoise numéro 1 mondiale aux Jeux Olympiques, mon entraîneur français, qui est très réputé dans ma spécialité qui avait un contrat avec la Chine, mais que pour les équipes. Et donc en gagnant, donc il me coachait en étant derrière une Tunisienne face à une Chinoise qui était son élève pour l'épreuve par équipe. Ça a posé un problème avec la fédération plus tard, la fédération chinoise, et vu qu'il était fort, ils ont accepté de lui faire un contrat pour les Jeux de Rio. Pendant 4 ans, il avait le droit de rester en France, donc il pouvait m'entraîner. Et ça, c'est pour ça que j'ai profité de cette chance. Mais il devait partir dans l'année 3 mois en Chine, mon stage. Et aussi pendant l'année, il y avait les Chinoises qui venaient en stage chez nous à Paris, dans notre club.
Donc pendant cette période, je ne pouvais pas m'entraîner devant les Chinoises. On s'entraînait un peu en cachette. Même pendant les compétitions, on préparait stratégiquement les stratégies en cachette. Mais le jour des Jeux, il était face à moi, contre moi, on peut dire, face à moi. Donc première déstabilisation. Exactement, c'était pas facile à gérer cette situation, honnêtement. Malgré que j'avais un bon entraîneur avec moi, c'était son adjoint, qui lui, il l'a formé pour moi, spécialement pour moi, depuis 2 ans. Et avec qui j'ai gagné la première Coupe du Monde à Buenos Aires. C'était mon meilleur résultat et mon premier podium. Donc je ne pourrais pas dire que cet entraîneur, son adjoint était pas bon, mais il était jeune et ça lui manquait l'expérience de mon entraîneur Daniel Levasseur qui avait 45 ans d'expérience de haut niveau. Et donc je pense que c'était ça, je manquais un peu de solutions stratégiques à la fin du match. L'escrime, c'est quoi en fait? C'est de la technique, mais pas que? Non, c'est pas que la technique parce que maintenant l'escrime est devenu très athlétique. Il demande beaucoup de physique parce que si on gère pas physiquement, on va craquer mentalement. Même si on est fort techniquement, si le corps ne suit pas, la tête après ça va aussi rater et pas pouvoir finir le match. Mais surtout, pour moi, je pense que c'est surtout mental. Si on n'a pas confiance, si on peut être le meilleur physiquement, on peut être la meilleure technicienne sur les circuits, mais si on n'a pas confiance et je pense que c'est ce qui a fait ma force pendant ces 2 dernières années où j'ai pu faire les meilleurs résultats de toute ma carrière en fait. C'est quoi? C'est un mental? Oui, supérieur. Il y a eu un déclic en 2000. C'est aussi peut-être le fait que les adversaires te connaissaient moins. Maintenant, elles savent que Space existe. Oui, c'est vrai que maintenant, deuxième mondial, on calcule et on prépare plus pour l'adversaire plus qu'une 10e mondiale, je pense. Et donc, oui, en fait, en 2015, il y a eu un déclic parce que j'ai pas changé de méthode ni d'entraînement, ni de façon de m'entraîner. Mais j'ai pris plus de confiance en moi et grâce à ça, j'ai pu monter plusieurs fois sur les podiums mondiaux et même accéder à la 3e place au championnat du monde à Moscou 2015. Ouais. Mais ce jour-là, donc rappel, c'était le 6, le 6 août, 17h45. Tu es donc sur ce qu'on appelle ça comment la piste. Sur la piste, voilà. Et puis tu as devant toi 2 adversaires finalement. Tu as ton entraîneur, et puis tu as la chinoise. Et puis, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que au cours de cette rencontre, qui était plus ou moins serré au début, donc 5-4, 6-5, 8-6, 9-7, tu reviens à 9-7, puis par la suite 17, il y a 11-8, puis à un moment à 11-8, là, on sent que la chinoise, elle prend un avantage, puisque 11-8, 12-8, pratiquement 13-8, puis par la suite tu reviens, 13-9, 13-10, et là, 13-11. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait là comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a un moment où la chinoise vraiment elle a pris vraiment un avantage. Oui, important quand même pour le score. C'est dur après à rattraper. C'était serré, puis par la suite elle a pris 3-4 points d'un coup. Ouais. En fait, je me suis énervée un peu au milieu de la rencontre, là, au milieu de cette dernière minute. Ouais. Il y a eu, j'ai contesté parce que une erreur d'arbitrage pour moi, parce que la chinoise, elle a fait semblant, elle a touché en tombant, et nous, on n'a pas le droit de tomber pour éviter une touche. Et en plus, donc j'ai demandé déjà un carton, et en escrime, si on enchaîne 2 cartons jaunes, on a un point. Et il y a beaucoup de tireurs. Ça, c'est une stratégie. Il faut jouer parfois sur l'erreur et les cartons adverses. Donc moi, j'ai demandé à ce moment-là à l'arbitre de voir la vidéo. Il
il y avait l'influence de l'entraîneur, mon entraîneur, qui est très connu. Et donc, du coup, il a mis un peu la pression sur l'arbitrage. Aussi après, la chinoise, elle a touché avec la coquille, c'est-à-dire elle a porté un coup violent. Et ça aussi, normalement, c'est un carton rouge, c'est-à-dire une touche. Donc ça s'est enchaîné, il y a vu que le rythme a augmenté, il y avait un peu de violence dans le jeu, l'intensité, donc pour moi, je contestais pour avoir des points de pénalité, de pénalité, ouais. oui. Donc que j'ai pas bien sûr eu, et c'est ce qui m'a énervée. Donc après, je me suis rendu compte que voilà, il fallait pas jouer sur ce point parce que l'arbitre était influencé par l'entraîneur avec son expérience et tout. Donc qu'il fallait voilà me reconcentrer, et c'est ce que j'ai fait après. En fait, je me suis dit allez, t'as plus rien à perdre, et vas-y, lâche-toi et essaye de, peu importe la façon, mais essaye de récupérer les touches. Et c'est pour ça que j'ai pu mettre 3 touches, mais comme je t'ai dit, le score était un peu loin, j'ai raté le milieu du match, c'est ce qui a fait que c'était dur de remonter jusqu'à la fin. Alors, Salah Besbes, toujours par rapport à ce match, Rio, il fait chaud. Et lorsqu'on est dans cette combinaison aussi, hein, on est obligé de se protéger. Il y a le masque, il y a cette combinaison, et ça augmente c'est-à-dire le corps lui aussi, il en prend un coup. Et en plus maintenant, comme tu dis, le tennis, l'escrime est devenu un sport qui est extrêmement physique. Hein, si on y rajoute la chaleur et on y rajoute en plus la combinaison, ça rajoute encore plus une contrainte physique supérieure. Ouais. Oui, effectivement, et c'est pour ça en fait, le dernier stage, j'ai décidé avec le staff de partir aux États-Unis, à Austin exactement, et pour essayer de s'adapter en avance à la chaleur, à l'humidité. Il fallait descendre à 2 heures. Après le décalage, donc non, aussi le décalage, il me restait que 2 heures de décalage. Et donc je pense que sur ce point-là, j'étais prête. Et d'ailleurs, honnêtement, ça m'a pas perturbé la chaleur. Et je dis sincèrement, j'étais prête sur tous les points. Hein. Tous les points, à part d'avoir un entraîneur. Je me suis préparée à ce scénario, hein, d'avoir l'entraîneur derrière mon adversaire. Mais je me suis préparée, j'ai pensé être plus forte mentalement. J'ai même préparé avec un préparateur mental par rapport à ça. Hein. Parce qu'il m'a fallu une bonne période de digérer cette décision. Mais bon, voilà, le jour J, on ne peut pas prévoir ce qui se passe, on ne peut pas prévoir comment mes émotions. On peut les contrôler, mais parfois, voilà, à la fin, je ne pouvais pas. Avec la fatigue, la lucidité était réduite. Et c'est ce qui a fait, voilà, ma défaite. Hein. Salah Besbes est notre invitée aujourd'hui. Elle est avec nous jusqu'à 13h. On ne va pas parler uniquement de ce match et de cette défaite. Hein. On va aussi parler déjà peut-être des problèmes avant. Un des problèmes, c'est cette histoire d'entraîneur. Et puis, on va aussi évoquer l'avenir. Oui. Reste avec nous. C'est autour de midi. Vous écoutez RTCI. Autour de midi avec Kerim Benamour. Autour de midi avec Salah Besbes, notre invité. Salah Besbes, donc on a parlé de ce jour noir, entre guillemets, hein, mais bon, beaucoup de choses positives qui ont été retenues. Alors, une des choses positives peut-être, c'est d'avoir plus de refaire les cours de stratégie, c'est ça ? Oui, par exemple ? Oui, c'est sûr, ça, c'est à prévoir avec mes entraîneurs. Autre chose positive après, c'est que mon entraîneur a été avec la Chine, donc il va revenir que pour moi. Ah ça y est, son contrat est terminé. Oui, d'accord. Il a décidé maintenant de revenir et de s'investir à fond avec moi pour les 4 ans à venir.
Bah, c'est une très Donc bonne nouvelle, c'est ça. très très bonne nouvelle. On Exactement. rappelle que la chinoise, après avoir battu Salah Besbes, elle a disputé les demi-finales, elle a perdu les demi-finales et puis par la suite, elle a gagné le match de la 3e place. Donc elle a fini avec une médaille de bronze Oui. Oui, c'est sûr. face à la française. Bon, c'est bien pour mon entraîneur. Il entraîne les Français aussi, ton Non, entraîneur, non? Non, avant, il était entraîneur de l'équipe française. D'accord. Et voilà, donc je rappelle que cette demi-finale, ce match de la médaille de bronze, la chinoise a battu, elle a gagné par 15-13 face à la française Lorraine Ramby. Tant mieux, ouais. Alors, Sarah, maintenant, actuellement, donc c'est quoi? C'est un petit peu une période de réflexion depuis la fin des Jeux Olympiques. Est-ce qu'une des périodes de réflexion, c'est pas de se dire, ok, bon, peut-être qu'il faut changer d'école, partir de France, aller en Italie par exemple, ou aller dans d'autres pays qui sont qui brillent aussi, aller vers une autre école, aller vers une nouvelle expérience pour pouvoir évoluer d'une manière différente et apprendre de nouvelles choses? C'est vrai que on peut réfléchir et on peut penser de cette manière, mais moi je dirais, je changerais pas une équipe qui marche, une solution qui marche. Et ok, j'ai pas réussi à monter sur le podium pour les Jeux, mais quand même je suis 2e mondiale et maintenant l'objectif c'est vraiment de monter prochainement bientôt sur d'autres podiums et peut-être atteindre, c'est ça l'objectif, de devenir 1re mondiale. Donc je pense que cette école me va très bien, l'école française elle est très connue et que c'est un peu mon style. Parce que par exemple l'école italienne c'est différent, c'est plutôt une autre manière de tenir l'arme, une autre stratégie que je me dis, j'ai fait des podiums avec celle-là, l'autre est complètement à l'opposé de ma façon de faire, donc je vais pas prendre le risque maintenant. Ça marche. On ne change pas de technique exactement. déjà, voilà, donc on change de juste stratégie. Parce qu'on a fait 5e au jeu. Ouais. Donc non, pour le moment. Et aussi, j'ai ma vie à Paris, donc on peut pas aller partir sur un coup de tête et partir. C'est pas facile. Ça m'a fallu déjà une bonne 2 ans pour m'adapter. C'était dur. C'est toujours dur de s'installer, de partir loin de la famille. Maintenant, je me sens quand même entourée par une famille à Paris avec mes sœurs, mon frère, et donc non, je pourrais pas partir pour me retrouver encore une fois toute seule. Ouais, en plus, c'est bien de se retrouver. Il y a Aza, il y a ton frère, il y a aussi Inès qui est à Paris aussi. Donc, voilà. C'est pour ça, je te dis, j'ai de la famille, c'est ma famille, quoi. Exactement. Mais attends, je crois que j'ai eu vent que tu avais des problèmes pour renouveler ta carte de séjour aussi en France, non? Oui, c'est toujours la galère. Ça, c'est vrai. J'ai eu en fait j'ai fini mes études et donc je pouvais plus avoir le titre des séjours d'étudiant. Et là, pour cette année, pour rester, je devais avoir trouver une solution pour renouveler mon séjour, surtout que voilà, l'année dernière, je voulais faire un master, mais avec les Jeux, je pouvais pas aller en cours. J'ai commencé au début, après c'était dur avec les stages de rattraper les cours et tout. Donc j'ai arrêté et la préfecture voyait que j'étais pas en cours et que ma priorité était la compétition et les Jeux Olympiques. Donc ça m'a posé un problème pour renouveler. Ils m'ont refusé au début et donc j'ai demandé de l'aide au niveau du comité olympique. Comité national olympique? Oui. Merci Boussaïen, ouais. Et ça a traîné malheureusement, donc j'ai dû aller... Ils peuvent, le comité national olympique peut intervenir auprès de la préfecture française? Sûrement, il y a des coopérations, il y a toujours des solutions. Je ne pense pas que un comité olympique ou bien un ministère des Affaires étrangères, ils ne peuvent pas trouver une solution pour une athlète de haut niveau pour pouvoir continuer de s'entraîner et faire briller son pays. Ouais. Donc ça a traîné. Ça a traîné et honnêtement, là, il me restait un mois avant Attends, un mois, l'échéance c'était quand en fait? C'était le 31 octobre, je devais trouver une solution ou bien partir de Paris.
quitter la France. Et donc j'en ai parlé depuis les Jeux, même avant, mais honnêtement avant c'était ma priorité. Je prenais le risque parce que mon père il me demandait alors comment tu vas faire, t'as trouvé une solution? Je disais papa on trouvera sûrement une solution. Maintenant ma priorité c'est les Jeux, je veux pas avoir d'autres stress. Ça me stressait en fait. Et je voulais éviter ce problème. Et donc dès que j'ai fini les Jeux, j'ai été voir Monsieur Boussaïen et aussi au niveau ministériel. Et ça a traîné parce qu'on sait qu'après les Jeux, il y a toujours c'est l'été, presque en plus, personne, il y a tout un le monde est problème en de changement de vacances. gouvernement. Et puis, Exactement, bon, ça aussi. Hein. Et il y a beaucoup de promesses qui n'étaient pas qui n'ont pas été tenues. Pas du tout. Ouais. Donc c'est dommage de dire ça, mais c'est la vérité. Et donc c'est pour ça que j'ai eu recours à heureusement que je tirais pour un club en France et la VGA Saint-Maur. Et que donc j'ai été voir la présidente qui m'a aidée et je connaissais très bien le maire qui était un député. D'accord. Qui a pu en fait a envoyé une lettre personnelle au préfet de mon département et que voilà il m'a résolu le problème, on va dire avec des pistons même à Paris. Donc oui. Heureusement, oui, heureusement. C'est pas donné pour tout le monde. Ouais. Asa là, elle a encore ce problème-là, même Asa. Donc d'où vient l'erreur? Pourquoi ça a traîné? Je veux bien savoir, mais bon. Donc attends, c'est important de savoir. Donc Salah Besbes a réussi à avoir le renouvellement de son titre de séjour en France grâce à un député maire en France. Exactement. Et Asa Besbes, qui elle aussi a fait quart de finale à Rio, et qui elle aussi est une escrimeuse donc importante, fait partie de l'élite de l'escrime en Tunisie, a un problème. Sa carte de séjour se termine le 31 octobre et n'a pas trouvé, elle, de solution. Ouais, donc d'ailleurs, elle a été là le week-end dernier à Tunis pour trouver, pour en parler avec la ministre et Sibou-Sayen. Et on attend encore. Donc, Monsieur Poivre d'Avor, si vous nous écoutez, ou si quelqu'un peut lui faire passer le message, l'ambassadeur de France en Tunisie, s'il y a une possibilité d'aider Asa Besbes, pourquoi pas? Ou alors monsieur le consul de France en Tunisie, dont j'ignore le nom, là aussi peut-être il y a une solution à faire. Merz Boussaïen, si vous nous écoutez, réveillez-vous. Madame la ministre, faites quelque chose. Asa Besbes risque d'être expulsée de France, disons-le, le 31 octobre. Oui, ça urge. En plus, moi, ça me stressait parce que c'était la saison commençait. Commence là bientôt le 22 octobre. Et je ne savais pas comment j'allais partir en compétition. J'allais rater les premières compètes. Là, maintenant, je peux partir. Salah Besbes a failli être clandestine en France. Clin d'eau, exactement. Ouais, c'est honteux de dire, mais c'est la vérité. Hein. Donc, c'est pour ça que je tiens énormément de remercier mon club qui m'a aidé, qui m'a supporté depuis 9 ans. Et le député maire. Et elle n'a pas une solution pareille, Asa? Et d'ailleurs, je les remercie aussi. Non, Asa, non. Non, elle n'a pas cette solution pour le moment, non. Mais aussi, je veux bien remercier mon club parce qu'ils m'ont fait une réception. Le maire aussi, il m'a reçu. Il m'a fait une réception dans la mairie pour mon résultat pour la 5e place au jeu. Chose qui n'était pas faite en Tunisie. Donc bon, on va vite taper ce point-là. Non. On s'attend pas à ça, non. Non. Je veux pas faire le buzz, c'est pas mon objectif, mais c'est important de le signaler. Voilà, 5e place, c'est nul en Tunisie, c'est ça. Oui, c'est nul en Tunisie, malheureusement. Une place en quart de finale, tu l'as déjà eu à Londres, c'était extraordinaire, donc cette fois-ci tu l'as eu. Non, c'est une déception, c'est ça. Ouais. Et donc, quand je dis réception, c'est pas, je m'attends pas, à la réception de VIP, mais même, une attestation ou un diplôme d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Ouais. Donc, messieurs de la Fédération tunisienne d'escrime, si vous nous écoutez, vous êtes nuls. Non, je dis pas. Le président, il m'a envoyé un mail, donc je le remercie. Mais par contre, je parle aussi de la tutelle. C'est eux quand même avec qui j'ai été suivie pendant 4 ans, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans pour ces jeux. Donc, allez, autre chose. Ils avaient d'autres chats à fouetter, il y avait un nouveau ministre à chercher et tout. Il y avait l'Aïd après.
Sarah Besbes qui a failli se faire expulser. Raza Besbes qui, elle est en train de subir cette galère. Voilà, qu'on se réveille et qu'on se le dise. Allez, on écoute une chanson et on revient tout de suite. Justement, on va en parler de la tutelle et de la fédération et de l'état de l'escrime en Tunisie avec Sarah Besbes, notre invité dans Autour de Midi. Autour de Midi avec Karim Benamour. 12h40 sur Radio Tunis International, les Jeux Olympiques sont médiatisés et c'est vraiment ça la chance de l'escrime et surtout de l'escrime tunisien et donc pouvoir regarder que ce soit Sarah Besbes, Raza Besbes ou Inès Boubakri à la télé, c'est vraiment quelque chose qui est important pour pouvoir déjà donner de la visibilité à ce sport. La médaille d'Inès aussi est extraordinaire. Surtout, moi personnellement, je n'y croyais pas du tout à cause de la blessure qu'elle a eue pendant son match. Avoir une blessure au lombaire, un mal de dos, impossible de reprendre normalement une heure après. Heureusement qu'il y a eu... alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait à ce moment-là? Il y a eu ton ostéopathe, c'est ça? Oui, c'est ça. Heureusement que pour ces Jeux, le comité olympique a accepté la demande faite par nos 3 tireurs d'amener notre ostéopathe parce que c'est une spécialité qu'en Tunisie on n'en a pas encore mais qui est importante parce qu'il aide à la récupération à un cas de blessure. Il peut intervenir avec une manipulation qui peut débloquer un problème. Et donc c'est ce qui est arrivé avec Inès. Et heureusement il était présent parce que après sa demi-finale, après sa défaite contre l'Italienne en demi, elle avait 1h30 dans laquelle elle a pu se soigner avec cet ostéopathe Jean-Christophe Savarin, je le remercie d'ailleurs. Et elle a pu être prise en main et elle a pu la remettre en état, on peut dire, pour gagner sa 3e place. Alors, une médaille de bronze pour l'escrime, c'est extraordinaire. Déjà pour la Tunisie, pour l'Afrique, et puis surtout pour la Tunisie, et surtout pour la pratique de l'escrime en Tunisie. Alors, est-ce que on sent un effet médaille? Est-ce que lorsque tu te promènes dans la rue ou je sais pas, lorsque tu vas visiter les centres d'entraînement ou les clubs, est-ce qu'on sent qu'il y a de nouveau, qu'il y a une effervescence, qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire de l'escrime, qui viennent? Alors c'est vrai que c'est très important et je suis très heureuse d'avoir enfin cette médaille olympique pour notre sport parce que apparemment les médailles mondiales qu'on a eues, moi et Inès et Aza, n'ont pas suffi pour améliorer les conditions. Parce que c'est pas passé à la télé certainement aussi. Je sais pas, on a eu quand même après une bonne pub et une bonne période de médiatisation après avec la médaille. Mais bon, ça n'a pas suffi. Les Jeux Olympiques, c'est à part aussi. C'est spécial, ouais. D'accord. Donc je peux pas savoir pour le moment parce que je viens juste de rentrer. J'ai pas été à Tunis depuis les Jeux et j'ai pas encore vu niveau licencié ce qu'il y a une augmentation ou pas. Donc l'effet de cette médaille. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, tout ce qui est structure et salle, niveau salle, on est encore loin d'être valorisé par cette médaille. Donc, alors, je me rappelle, il y a l'année dernière, donc je suis venu t'interviewer du côté de la salle d'entraînement qui se trouve dans la Cité des Sports. Ouais, dans le lycée sportif. Vous êtes dans une cave. Exactement. Vous êtes dans une cave. Voilà. De hauteur, je pense qu'il y a un 2 mètres 20 ou 2 mètres... Messieurs, dames, l'élite sportive tunisienne s'entraîne dans une cave qui a permis de sortir Inès Boubakri, Raza Besbes, Sarah Besbes, mais peut-être aussi que Sarah, Raza et Inès n'ont pu véritablement exploser qu'en partant ailleurs pour pouvoir bénéficier de conditions meilleures. C'est vrai, on était des produits tunisiens, mais perfectionnés à l'étranger parce que malheureusement les conditions... c'est triste de dire cela, mais c'est la vérité. Les conditions en Tunisie ne permettent pas de fabriquer, on va dire un terme un peu vulgaire, mais de fabriquer un grand champion olympique.
Et donc c'est pour ça on a dû partir parce qu'on avait le talent, on avait les moyens au début grâce à nos familles de partir à l'étranger et se perfectionner. Donc je pense que maintenant il faut vite et c'est très urgent de voir les salles et les infrastructures de l'escrime, des salles d'escrime, parce que c'est déjà risqué pour les athlètes. Honnêtement, c'est zéro sécurité. Côté hygiène aussi, c'est très... c'est très risqué parce que on peut dire c'est sale. Dès qu'il y a là, on a été envahi par, c'était inondé. Et suite aux dernières pluies, c'était inondé et nous notre matériel est très électrique, donc c'est très risqué pour les tireurs d'aller à la salle et j'espère qu'il n'y aura jamais de catastrophe. Hein. Non mais attends, très important. Pour s'entraîner maintenant dans cette cave, je vais le dire d'une manière péjorative, on vous met encore les câbles électriques, alors que maintenant, on a bien vu aux Jeux Olympiques, il n'y a plus de câbles. L'athlète est libéré et c'est une technologie numérique. Oui, bon, ça coûte très cher, donc je pense qu'on peut garder les câbles, même en France, là où je m'entraîne, on peut les garder. Ça ne change pas grand-chose après de tirer en compétition sans câble. Mais c'est surtout l'infrastructure qui doit être changée le plus tôt possible. Hein, parce qu'on ne peut pas avancer. On ne peut rien faire dans des salles pareilles, dans des conditions pareilles. Rien. Oui, parce que quand il fait chaud, il fait trop chaud. Quand il fait froid, il fait trop froid. C'est humide. Les fenêtres sont cassées. La pluie, dès qu'il pleut, c'est inondé. La pluie qui rentre. Les athlètes risquent de se blesser avec le froid qui envahit la salle. Hein. Mais c'est le seul endroit où on peut s'entraîner à faire de l'escrime en Tunisie ? Il y a une petite salle. Non, il y a des petits clubs, mais qui manquent de moyens, bien sûr, parce que malheureusement, notre sport est coûteux. Ça coûte un peu cher. Mais je pense que la fédération, le ministère, ils peuvent ensemble trouver des solutions. Parce qu'on n'est pas le seul pays africain qui a des problèmes économiques et qui a autant de problèmes. Hein. L'Égypte, ils sont très très avancés par rapport à nous, alors que c'est nous qui ramènent le plus de médailles sur le plan africain. Ouais, mais ça va changer si on continue comme ça. Ah oui, ça c'est sûr. Malheureusement, quand je vois les générations à venir, je vois pas beaucoup de futur pour l'escrime tunisien. Carrément. C'est un peu, c'est décevant et c'est quoi ? Qu'est-ce qui manque en fait ? C'est quoi ? C'est les moyens financiers, ça c'est sûr, la salle, les structures pour s'entraîner et c'est-à-dire l'encadrement. On a des très jeunes entraîneurs qui peuvent être un jour des bons entraîneurs, mais qui doivent être un peu quand même suivis et formés un peu à l'étranger, ou bien amener des techniciens de l'étranger pour les former un peu. Ça, normalement, ça doit être une stratégie de la fédération. De toute fédération, peu importe le sport, hein. Il faut toujours mettre à jour les entraîneurs, donc peu importe le sport. Donc nous, à l'escrime, vu que c'est un sport qui avance très très vite, donc on a toujours besoin de se mettre à jour des derniers. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'entraîner selon des méthodes anciennes et archaïques en Tunisie ? Exactement, ouais, on peut dire ça. Les entraîneurs, ils entraînent comme ils se sont entraînés avant. D'accord. On va dire ça avec ce terme. Donc on est loin des méthodes utilisées à l'Europe de nos jours. Et c'est là où il y a le plus de médailles. C'est les pays les plus réputés pour l'escrime. Je sais pas, moi, j'imagine, on pourrait imaginer une espèce de contrat avec Daniel Levasseur, ton entraîneur, pour qu'il puisse devenir directeur technique de la fédération tunisienne et puis ramener son expertise, faire des stages de formation aux différents entraîneurs tunisiens, bouleverser les méthodes, et puis bon, trouver un donateur, que ce soit au niveau de la fédération internationale, peut-être, je sais pas, ou au niveau il y a certainement des fonds qui existent à l'étranger qu'on peut aller demander, ou par exemple voir des sponsors pour pouvoir créer une véritable salle de sport pour l'élite.
exactement, c'est le moment ou jamais où il faut que la fédération bouge et cherche des sponsors. On a quand même une médaille olympique et 2 médailles mondiales là, dernièrement, pendant les 2 dernières années. Donc c'est le moment où jamais que il faut trouver une solution. Ça urge. Et après, côté entraîneur, je le dis honnêtement, mon entraîneur l'a déjà proposé, même par mail. Je sais plus quand, parce que là je travaille avec lui depuis 9 ans. Mais c'est un formateur en fait. Lui il est un entraîneur et c'est un formateur. On a beaucoup d'entraîneurs étrangers qui viennent se former dans notre club les matins et avec nous comme élèves. Donc ça c'est une chance d'avoir des élites comme élèves. Et donc il a toujours été partant pour faire une formation pour les Tunisiens, soit ici, soit dans sa structure à Paris. Mais bon, après, il faut passer à l'action. Parce que oui, il propose et il n'y a que des promesses. Ça ne change rien. Donc il faut passer à l'action. C'est malheureux. Et il n'est pas le seul. Même l'entraîneur de Inès, de Asa, surtout Inès, là, dernièrement, il a eu un contrat avec le comité olympique. Donc il a proposé aussi de faire des stages, d'entraîner, de former des entraîneurs. Ça, c'est une solution parce qu'on les paye déjà pour nous entraîner. Voilà. Et ils sont vraiment partants pour faire des stages ici, pour former. Et comme ça, même pour nous. Que veut le peuple ? On les a gratuitement, ils peuvent permettre de faire évoluer le sport. Ils aiment les deux, ils aiment la Tunisie comme pays. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien aider les Tunisiens et l'escrime tunisienne pour avancer. Il faut le dire, tu peux pas t'entraîner en Tunisie. Non, maintenant non, je peux pas. Peut-être pour juste des médailles à l'échelle africaine, oui. Mais pour arriver à atteindre d'autres podiums plus importants, méditerranéens, olympiques, mondiaux, il faut passer... C'est-à-dire même en ayant Daniel Levasseur ici, même en ayant ton ostéopathe ici, même en ayant toute ta structure, techniquement... il n'y a pas d'espace où on peut, une athlète qui brigue des médailles peut évoluer en Tunisie. Il n'y a pas de salle d'entraînement qui soit... Non, aux normes, on est loin de l'avoir. Cette salle, non, on est très loin de l'avoir. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut vite se poser la question et trouver des solutions vite pour qu'on puisse construire le futur de l'escrime tunisienne. Oui, voilà, c'est bon à savoir. Alors, il nous reste encore 8 minutes à passer ensemble, peut-être même un petit peu moins. Salah Besbes, la période de réflexion est faite. Et puis maintenant, quels sont les objectifs ? Alors, maintenant, c'est une période où je dois me soigner un peu parce que j'ai un problème au poignet. Donc, vu que... Problème au poignet qui existait pendant les JO aussi ? Oui, en fait, qui existait depuis le mois de mai. Donc, j'ai un petit os de plus. Un os en plus ? Oui, malheureusement, oui, c'est une malformation. Et que pour quelqu'un qui pratique pas du sport à haut niveau, il peut vivre avec tranquillement avec. Mais moi, avec les entraînements et la charge très intense, je dois trouver une solution. C'est pour ça que je suis en train de me soigner, de voir avec des spécialistes de la main pour vite finir avec ce problème et passer à autre chose, c'est de préparer et bien préparer donc la compétition la plus importante de cette année, l'échéance la plus importante, c'est les championnats du monde à Leipzig en Allemagne en juillet 2017. Ouais. Il y a aussi les Jeux méditerranéens à Tarragona en Espagne. Donc ce sont les échéances les plus importantes pour moi pour cette année, pour cette saison. Et bien sûr, commencer à construire et préparer pour la prochaine Olympiade, pour Tokyo 2020. Et donc, et bien sûr, rêver encore pour ce podium olympique. Inès, Sarah, Asa, donc on va vous retrouver les trois en 2020 aussi. Inch'Allah, oui, on a. Et ton frère aussi.
Non, bon, il a d'autres priorités pour le moment. Non, il est plutôt études et musique. Ah d'accord. Il s'entraîne, mais doucement. Il n'a pas un objectif Non, pas au niveau. Donc, finalement... Malheureusement, parce que ça, c'était par exemple lui. Parce qu'il est resté en Tunisie avec les conditions. Donc, il était bien en tant que jeune, mais après, quand il fallait partir à l'étranger, mes parents ils pouvaient pas suivre. Déjà, ils payaient pour ces deux filles voyage, donc ils pouvaient pas en avoir le budget pour un troisième, et donc c'est pour ça. Attends. Il n'a pas pu. Attends.